je vous propose de commencer pour la partie Cabri. Donc, on a deux choses à vous montrer. La première, c'est la calculatrice Cabri Express. Et puis, dans un deuxième temps, Gwen vous montrera un outil qui va arriver un petit peu plus tard dans l'IC Connecté, qui devrait arriver courant du second trimestre, qui est une version étendue de cet outil Cabri Express, notamment pour créer des questions en maths, proposer des exercices à ses élèves qui vont être auto-évalués aussi bien en algèbre qu'en géométrie. Donc, je vais commencer avec Cabri Express simplement pour remettre un petit peu en contexte. Ce webinaire est proposé donc, par Cabrilog et Wiris suite à la demande de la région Nouvelle-Aquitaine qui a déployé les solutions Cabri et Wiris dans l'IC Connecté. Donc, vous avez tous accès, enfin en tout cas pour les enseignants de Nouvelle-Aquitaine, hein, peut-être qu'il y a d'autres enseignants hors Nouvelle-Aquitaine qui nous ont rejoints. En tout cas, pour les enseignants de Nouvelle-Aquitaine, vous avez tous accès à ces outils. On va vous montrer comment. Et je vais commencer tout de suite avec le premier, Cabri Express. Ensuite, Gwen donc, présentera la version premium de cet outil Cabri Express. Et puis, Johan finalisera, enfin, sur toute la seconde partie de la présentation, sur les outils Wiris, à la fois MathType, le fameux éditeur d'équations mathématiques, mais aussi Wiris Quizzes. Et peut-être qu'elle aura le temps de vous montrer l'éditeur également de chimie. Mais c'est un petit peu moins le sujet puisque là, on était sur les maths. Si quand vous vous connectez au lycée connecté de la région, voilà, là, je me suis connecté en tant qu'enseignant. C'est un compte démo que la région nous a donné. Vous allez avoir une partie qui s'appelle Mes applis. Et donc, ces applis-là sont configurables, je pense, à la fois par la région, mais également, j'imagine, par les utilisateurs. Pour ce qui est de mon compte, la région, voilà, la personne qui a préparé ça m'a donné accès à Calculatrice, Moodle, Mediacentre, dans lequel on retrouve pas mal de ressources prêtes à l'emploi, notamment des ressources éditées par Cabrilog et Mascotte, comme celle de SNT, de Sciences Numériques et Technologies, dont on fait des présentations également cette semaine. Et moi, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'outil Calculatrice, qui est en fait, sous ce nom-là, se cache la version de Cabri Express. Alors, Cabri Express, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour les élèves et les enseignants. C'est une sorte de super calculatrice qui reprend la philosophie bien connue des logiciels de type Cabri, de maths dynamique, et qui se veut le plus simple possible pour les élèves pour ne pas les encombrer avec tout un tas de fonctionnalités. Donc, vraiment avoir quelque chose d'aussi simple qu'une calculatrice. Cet outil est disponible dans l'ENT, dans l'IC Connecté, mais il est également disponible hors ENT en version téléchargeable et installable. Si vous allez sur la page Cabri, enfin, le site de Cabrilog, d'ailleurs, vous pouvez y accéder, ou directement cabriclub.com. Vous allez pouvoir installer l'application pour Windows, pour Mac, et également, on retrouve l'application disponible pour tablette, à la fois Android, les surfaces ou les PC hybrides de type Surface, ou encore les tablettes de chez Apple. L'application, donc, elle se présente sous forme d'une calculatrice comme ceci. On va beaucoup plus loin qu'une calculatrice du marché, mais pour nous, c'était important de commencer avec cet environnement assez familier
pour les élèves. Donc, je vais retrouver des fonctionnalités que j'ai dans les calculatrices. On a repensé un petit peu plus didactiquement les choses. Vous voyez, là, j'ai écrit un tiers, un divisé par 3. Et je ne vais pas dire à mes élèves que c'est exactement égal à 0,33. Je dis que c'est à peu près égal. Alors que si j'avais tapé un demi, je vais effacer mon calcul, un demi, j'aurais bien eu égal parfaitement 0,5. Tous ces résultats de calculatrice, en fait, peuvent être glissés dans la page le cahier de brouillon, comme le nom Cabri l'indique, pour après pouvoir les réutiliser. Ce qui est assez commode parce que souvent, dans les calculatrices, avoir une mémoire, c'est toujours un petit peu compliqué en termes d'interface. Là, je vais pouvoir resélectionner le résultat, euh, continuer le calcul, donc par exemple multiplier par 2, puis je retrouve bien 1. J'aurais pu faire la même chose avec un tiers. Donc, en fait, la calculatrice va être à la fois numérique et algébrique, comme on va voir, parce que si là, je multiplie par 3, il retrouve bien que c'est parfaitement égal à 1 et c'est pas 0, alors j'ai beaucoup de chiffres après la virgule, mais c'est pas juste 0,33 et quelque chose multiplié par 3. Le quelque chose est très important pour que je retrouve exactement la valeur 1. Donc cette calculatrice, elle va faire pas mal de choses. On a effectivement un mode algébrique. Si j'ajoute deux fractions comme ceci, je vais bien avoir le résultat sous forme fractionnaire. On retrouve toutes les fonctions d'une calculatrice scientifique, donc les fonctions trigonométriques, les logs, enfin tout ce qui peut être nécessaire au lycée en termes de calculatrice scientifique. Par exemple, je vais avoir le nombre de Neper ici. On gère cette calculatrice gère les unités. Donc si là, je vais ouvrir la partie outils, je vais repartir d'une feuille blanche. Et si, par exemple, vous utilisez des unités de mesure, là, je pourrais mesurer ce segment, je vais construire une circonférence en prenant comme rayon ce segment. Je pourrais décider de demander la circonférence de ce cercle. Et puis, alors excusez-moi, je vais changer, je me rends compte que je suis en anglais, ça c'est dû au réglage de mon navigateur. Et je vais basculer, voilà, cette fois j'ai bien les noms des outils en français. Maintenant, si j'utilise ces résultats-là dans la calculatrice, comme ceci, donc par exemple, je vais calculer 2 fois pi fois le rayon. J'ai bien un résultat en centimètres. Donc la calculatrice gère les unités. Et je retrouve bien d'ailleurs la circonférence qui avait été mesurée par l'outil périmètre, l'outil longueur, excusez-moi, de Cabot. J'aurais pu également calculer l'aire de ce cercle, donc pi r au carré, et j'ai bien un résultat en centimètres carrés. De la même manière, si vous calculez par exemple le sinus de 30, bon, par défaut je suis en radian, c'est assez classique pour une calculatrice, mais si vous rajoutez le symbole degré qui se trouve ici, automatiquement on retrouve bien que c'est sinus de 30 degrés égale 1 demi. Donc ça, il y a une gestion assez fluide en fait des unités qui sont sous la main, contrairement à une calculatrice plus classique où il faut changer de mode. C'est un peu comme les mémoires, c'est très compliqué. Là, on a cherché quelque chose de très fluide, de très simple pour les utilisateurs. Bon, pour l'instant, vous retrouvez des fonctionnalités classiques de calculatrice. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les va-et-vient entre la feuille de brouillon de l'élève
le fait de pouvoir réutiliser des résultats, des mesures. Donc, on va pouvoir bien travailler sur les deux registres, le registre de la calculatrice, mais aussi le registre des représentations graphiques. Et je peux, avec cette idée, avoir les représentations graphiques de fonctions que je tracerai. Alors, pour que ce soit un petit peu plus dynamique, puisqu'on est dans un environnement de maths dynamique, je vais créer des curseurs comme ceci et je vais m'amuser à grapher une sinusoïdale en utilisant des paramètres. Donc voilà, je vais utiliser ce paramètre pour A, fois sinus de Bx. Donc c'est ce paramètre qui vaut B, Bx plus C, comme ceci. Et puis on reconnaît bien une belle sinus qui est tracée. Ce qui est intéressant, c'est que comme je suis donc dans cet environnement dynamique, je peux, en manipulation directe, changer les bords de là où je vais, de la zone de représentation. Je peux changer le centre. Je vais pouvoir retailler les différents axes comme ceci. Et puis surtout, voir ce qui se passe quand je change les valeurs de A, B et C de ces trois paramètres. Alors, ça, c'est une expérience assez intéressante à faire pour les élèves, pour leur donner du sens, pour qu'ils sentent un petit peu mieux qu'est-ce qu'il y a derrière les paramètres, par exemple, d'une fonction de type sinusoïdal, comme A sinus Bx plus C. Et ils peuvent faire l'expérience par eux-mêmes, voir que quand ils changent A, ça va avoir un impact donc sur l'amplitude de la sinusoïde. Quand je change B, effectivement, ça va avoir un impact sur la fréquence, ou c'est lié à la période de ma sinusoïde. Et je pourrais également changer C, ce qui est souvent pas très intuitif pour les élèves. Quand on leur demande qu'est-ce qui se passe si vous augmentez C, comment va se comporter la courbe, ils disent elle va se translater vers la droite. Et en fait, en le faisant réellement dans un environnement type maths dynamique, ils constatent que quand C croît, la courbe est décalée vers la gauche puisqu'on on augmente la phase. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec cette calculatrice. Ensuite, on retrouve tous les outils classiques d'un environnement de maths dynamique, notamment les outils de géométrie dynamique. Alors, la particularité de cet environnement, c'est que, comme je vais vous montrer, il est à la fois, là j'ai des outils de transformation, donc je vais pouvoir faire des symétries de ce carré. L'environnement est à la fois 2D et 3D. Donc si j'ai la possibilité de basculer ma feuille comme ceci, et je vais pouvoir donc replier cet assemblage. Et ça, bon, je pourrais le faire avec n'importe quel assemblage de polygones pour obtenir un patron et voir si ce patron se ferme. On a un environnement donc, assez complet, une calculatrice, la possibilité de grapher, la possibilité de faire de la géométrie à la fois dans le plan et en 3D, et tous les outils interagissent complètement. Bon, c'est dommage, j'ai effacé la sinusoïde, mais j'aurais pu tracer un point dessus, demander ses coordonnées, faire des calculs sur les coordonnées. Peut-être que Gwen remontrera ça après, voir la tangente en ce point à la courbe, etc. Et on embarque également de manière complémentaire, j'ai envie de dire, à ce que va vous montrer Johan. Johan va vous montrer l'outil MathType qui va vous permettre de créer des équations et des expressions inclus dans des documents Moodle. Là, vous disposer également d'un éditeur d'équations complet. Donc, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, écrire un polynôme de ce type, on va mettre ça au carré et ça. Voilà, automatiquement, vous avez un rendu
comme vous le trouveriez dans les livres de maths. Vous pourriez également éditer des matrices. Vous allez pouvoir éditer des, des intégrales comme ceci. Bon, toutes les expressions mathématiques qu'on peut avoir besoin d'éditer, elles sont disponibles dans cet outil expression de la calculatrice Cabri Express. Je vais conclure pour cette partie parce que sinon je vais prendre beaucoup de temps de mes collègues et je pense qu'ils ont des belles choses à vous montrer. Donc, juste pour récapituler, c'est un outil qui est disponible dans l'ENT via l'icône calculatrice. C'est une sorte de super calculatrice puisque, comme vous l'aurez compris, on va bien plus loin qu'une calculatrice physique. Et vous pouvez aussi retrouver cette calculatrice. Des fois, c'est commode quand on n'a pas de connexion. L'installer, elle est totalement gratuite pour les élèves et pour les enseignants à titre personnel. Voilà. Je passe la main à Gwen. Donc peut-être que Léo, tu peux m'aider pour faire ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure par rapport aux questions. Je propose qu'on prévoit quand même une petite session de questions juste avant Wiris, quelques minutes. Et puis on aura après à nouveau, pour ceux qui ont plus de temps, pour répondre plus précisément à des questions Wiris ou Cabri tout à la fin de la présentation du webinaire. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Donc, je vais passer effectivement à la présentation de Premium, qui est en fait une extension effectivement de l'outil Express, puisqu'il permet de réaliser assez rapidement des exercices avec un système de notation automatique. Donc, cet outil-là, il sera disponible dans Lycée Connecté au courant du premier trimestre 2021. Donc incessamment sous peu. Ce que je vous propose là, c'est vous de montrer un petit peu les fonctionnalités de Premium en dehors d'une plateforme et ce que ça peut permettre de faire. Et puis, bien, peut-être qu'on pourra faire des formations ou des webinaires à d'autres moments pour montrer vraiment Premium dans une plateforme, dans Lycée Connecté pour voir comment on peut s'en servir. Donc, du coup, l'interface de Premium, elle est, c'est la même interface que Express, donc on n'est pas perdu là-dessus. On retrouve en fait l'ensemble des outils d'Express qui sont ici, la calculatrice ici qu'on peut ouvrir et fermer, la page ici, donc le cahier de brouillon ou la page de l'exercice là en l'occurrence. Ce qui va changer, les nouveautés par rapport à Express, c'est qu'on va avoir ici les outils pour l'enseignant que je vais montrer tout à l'heure. On a une partie ici qui permet de paramétrer l'exercice. En tant qu'enseignant, on peut aussi visualiser l'exercice en mode élève. Donc, regardez ce que l'élève peut visualiser comme exercice. Et puis, ici, en flouté, en bas à droite, on a un bouton valider qui du coup n'est pas visible, enfin peu visible en tant qu'enseignant, en tant que créateur d'exercices, mais le sera beaucoup plus en tant qu'élève. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'était de créer 2 exercices de toutes pièces. Je verrai ce que j'ai le temps de faire, parce qu'effectivement, il faut pas trop déborder sur la suite. Le premier exercice, c'était un exercice autour des fonctions, et notamment le calcul de la tangente. Donc, la première étape, elle va principalement utiliser les outils d'Express ici. Donc, par exemple, je vais prendre le texte là. Et souvent, quand je crée un exercice, je mets un titre. Et l'idée, ça va être de demander à l'élève de trouver l'équation de la tangente en un point à une courbe. Et la courbe, on va la tracer de suite grâce à la calculatrice. Donc ça, Pierre l'a déjà montré tout à l'heure. Je vous propose de faire l'exemple ici sur une cubique. Donc y égale x cube plus 2x au carré plus x plus 1. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai préparé, mais ça peut tout à fait être une autre courbe.
Je ferme la calculatrice, j'ai mon graphe qui est bien tracé. Je vais faire un petit peu de place sur ma page pour avoir la place de poser ma question. Ce que je vais faire de suite. Donc, quelle est l'équation de la tangente à la courbe au point M, 6, 1. Hop, comme ceci. Je vais préparer l'équation pour l'élève, donc expression Y, le texte, égale. Voilà, donc là, j'ai préparé les premiers éléments de l'énoncé. Ce qui peut être intéressant, c'est de placer le point M à l'abscisse 1. Donc, on pourrait placer directement le point sur la courbe. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que l'élève ne puisse pas bouger l'abscisse 1, puisqu'on l'a fixé ici dans l'exercice. Donc, pour éviter que l'élève ne la bouge, on va passer ici dans le paramétrage de l'exercice. Là, on voit qu'on a accès à plusieurs choses. On a ici l'énoncé, donc moi j'étais dans l'énoncé jusque-là, tout va bien. Et je peux passer dans la partie construction qui sera en fait tous les éléments auxquels l'élève n'aura pas accès. Donc je vais passer dans la partie construction pour poser mon point de coordonnées 1, 0, ici. Et puis, donc, je vais tracer la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par ce point-là. Je vais ensuite tirer ma droite pour qu'elle croise la courbe. Et je reviens ensuite dans l'énoncé pour cette fois-ci bien placer le point M au bon endroit avec par exemple le point d'intersection comme ceci. Je nomme le point M ici. Voilà. Voilà, donc on a quasiment tous les éléments. Il nous manque ici de donner l'accès à l'élève pour qu'il puisse indiquer sa réponse. Et c'est là qu'on va servir des outils pour l'enseignant, pour le créateur de l'exercice, où en fait on a zone de réponse et test géométrique. Donc là, pour le moment, pour cet exercice-là, on va voir comment utiliser zone de réponse. Et dans le deuxième exercice, on verra bien sûr test géométrique. Donc je trace la zone de réponse comme ceci. Et en fait, quand j'ai une zone de réponse, je peux faire un clic droit pour avoir vraiment l'attribut de cet objet-là. Et je vois que la réponse que l'élève va remplir, peut-être, on peut définir la nature de cette réponse-là. Ça peut être soit un texte, une expression ou bien un nombre. Donc ici, une expression, c'est très bien. Et je peux décider du type de test qui est fait sur cette zone de réponse. Et là, en l'occurrence, ça m'intéresse plutôt que ce soit une équivalence avec simplification pour cette expression. Il me reste maintenant à déterminer quelle est la bonne réponse attendue de l'élève. Et donc, pour ça, il suffit en fait de rentrer dans la zone de réponse, d'indiquer l'expression attendue, UTX-3, de cliquer sur Entrée. Et voilà, maintenant, la notation automatique est faite, tout est en place pour que ça fonctionne bien. Je vais juste finir un petit peu cet exercice-là pour qu'on ait un petit peu plus de feedback. On voit ici qu'on a la possibilité d'avoir un message de succès ou un message d'erreur. Donc, si je vais dans la partie message de succès, je peux tout simplement indiquer bonne réponse ou autre chose, ou une indication, ou voilà. Message d'erreur, idem. Là, je vais aller au plus simple. Réponse erronée. Comme ceci. Je peux superposer les deux textes puisqu'ils n'apparaîtront jamais en même temps. Et je peux maintenant montrer ce à quoi ressemble l'exercice en mode élève. Donc ici, je clique sur le bouton. Je visualise donc l'exercice en mode élève. Si je réponds faux, c'est bien sûr le message d'échec, le message d'erreur qui apparaît ici. Et en fait, on a un petit message en haut. Donc ça, c'est un message sur notre version à nous pour montrer un petit peu ce qui se passe. Lorsque l'outil est intégré dans une plateforme, en fait, ce que ça fait, c'est que ça envoie directement le score à la plateforme. Donc là, on envoie 0, l'élève n'a pas les points. Par contre, si l'élève répond correctement, 8x
moins 3. Cette fois-ci, il a l'ensemble des points. Donc là, c'est noté sur 1. Il y a du coup une autre façon, enfin, on peut aussi paramétrer et aller encore plus loin dans le paramétrage de l'exercice, où on peut notamment configurer l'exercice ici et on voit que là, on peut avoir accès. Donc, bien sûr, on a tous les environnements ici, construction, message de succès, message d'erreur, qui étaient effectivement bien enclenchés. Et là, on a d'autres choses. On a une aide qui peut s'afficher à partir d'un certain nombre d'erreurs et une solution également qui s'affiche à partir d'un certain nombre d'erreurs. Donc, je vais activer les deux. Moi, j'aime bien que l'aide s'affiche à partir de 2 essais et que la solution s'affiche à partir de 3 essais. Et cette fois-ci, lorsque je retourne dans les paramétrages de mon exercice, j'ai accès à l'aide. Donc ici, je peux donner des indications à l'élève. Et puis la solution ici. Donc là, je vais juste mettre un texte. Et en fait, ce qu'on a fait jusque-là, c'est uniquement mettre des textes. En fait, on a accès dans ces cas-là à l'ensemble des outils à notre disposition. Et donc, par exemple, ici, on pourrait envisager d'afficher la solution, donc la tangente au point M. Donc, pour ça, j'utilise la même technique via la calculatrice. Y est égal à 8x moins 3. Et voilà, j'ai la courbe ici en rouge qui apparaît. Donc, on va le visualiser aussi en mode élève, mais je voulais aussi vous sortir un exercice que j'ai un petit peu plus, enfin le même exercice, mais où j'ai mis juste un peu plus de texte. Donc là, en répondant 2 fois faux, 2x, réponse erronée, j'ai une indication au deuxième essai, de nouveau validé, cette fois-ci, j'ai la solution qui apparaît. Pour juste montrer ce que ça donne quand on fait un petit peu de mise en page. Donc, je voulais sortir. Voilà, ça, c'est juste un exercice que j'ai fait avant de venir. La seule chose qui change, j'ai mis un fond et puis j'ai surtout rajouté du texte autour de l'indication et de la solution. On va le visualiser en mode élève ici. Et donc, si je suis un élève et que je me trompe 3x plus 2 comme ceci, donc réponse erronée, on envoie 0 à la plateforme. Une indication, donc la pente de la tangente est égale à f' de xm. Et une seconde indication, vérifier l'équation trouvée en la reportant dans la calculatrice. Donc ça peut être très utile pour l'élève de sortir la calculatrice, de taper tout simplement y égale 3x plus 2 et de voir qu'ici, certes, la droite passe par le point M, mais par contre, elle n'est pas du tout tangente à la courbe. Et puis, la dernière étape, c'était l'étape pour montrer la solution un peu plus rédigée. Donc voilà pour ce premier exercice autour des fonctions. Je vais fermer les onglets pour ne pas trop en ouvrir. Et je vous propose un deuxième exercice un peu plus, c'est pas ça que je voulais faire, un peu plus en géométrie autour des vecteurs. Donc cette fois-ci, je vais mettre un fond, histoire de pas forcément partir de la page blanche. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est effectivement d'avoir un titre, par exemple, c'est une proposition. Donc là, on va faire la somme des vecteurs. Je suis toujours dans l'énoncé. Donc, construire le représentant de la somme des vecteurs U et V d'origine le point A, comme ceci. Voilà, je vais tracer mes vecteurs U et puis V. Le point A, je vais nommer tout ça U, V,
A. Et puis, bien, je vais masquer ces points-là, comme ceci. Voilà, j'ai masqué les points à l'extrémité des vecteurs U et V. Bien voilà, j'ai quasiment tous mes éléments. Il ne reste plus qu'à construire la solution. Donc, je vais directement la construire dans la partie solution, puisque c'est intéressant que les élèves visualisent ces résultats-là à la toute fin de l'exercice. La façon la plus simple de tracer cette solution, c'est par translation. Donc, je vais venir sélectionner le vecteur U, comme ceci, puis le vecteur V. Voilà, je vais tracer ensuite les différents vecteurs. Ça peut être pas mal d'avoir les étapes intermédiaires. Et enfin, le vecteur final, le vecteur solution. Je vais, pourquoi pas, nommer ce point B. Et peut-être aussi changer la couleur de ce vecteur-là, qui est la solution. Et je peux bien sûr rajouter du texte à côté pour expliquer un peu mieux la solution. Mais là, on va un peu plus vite. Et maintenant, il faut montrer quelle est la solution attendue, quelle est la construction attendue. Et pour faire ça, du coup, cette fois-ci, on va utiliser le deuxième outil pour l'enseignant, qui est test géométrique. Donc ici, je viens sélectionner la bonne réponse. Donc là, je viens sélectionner le vecteur, mais ça pourrait être tout à fait un cercle, un triangle, un point, ou même plusieurs éléments. Voilà. Et donc, du coup, je sélectionne le vecteur. Il passe en vert, qui m'indique du coup que la réponse attendue est celle-ci. Peut-être juste pour qu'on visualise un peu les choses en mode élève, je vais quand même mettre des messages de bonne réponse, des messages d'erreur. Comme ceci. Et bien, je crois que c'est bon. Je vais passer en mode élève pour visualiser tout ça. Donc là, dans ces cas-là, l'outil qu'on a utilisé, qui est test géométrique, va vraiment vérifier que la construction est correcte. L'élève peut utiliser plusieurs techniques pour construire sa somme, mais il faut que ce soit exactement le même vecteur qu'on a construit tout à l'heure. Par exemple, si l'élève trace comme ça un vecteur comme ceci, puis ensuite il peut déplacer U et V, donc il va les placer comme ça, et donc positionner, pourquoi pas, le point un peu au jugé. Ça ne marche pas. Voilà, c'est considéré, c'est pas construit. Donc, cette fois-ci, du coup, l'élève peut, d'une façon, on va choisir une autre façon, par exemple, pour construire le vecteur somme. On va réutiliser translation, puisque c'est quand même le plus court. Mais cette fois-ci, on va passer par un parallélogramme. Donc, là, je vais l'utiliser plusieurs fois. Hop, ici et là. Et donc, je veux le point d'intersection entre ces deux droites. Et à la fin, je vais tracer mon vecteur AB. Bonne réponse. Très bien. Le dernier élément que je voulais montrer, c'était autour de l'aide, mais je vois le temps qui passe et je me doutais bien que je n'aurais pas le temps de montrer tout ça. Donc, je vais juste ouvrir directement un fichier sur lequel j'ai fait une aide tout à l'heure avant le webinaire pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est exactement le même exercice. Ah, je n'avais pas le même fond. Et je vais passer du coup ici en mode élève. Je vais valider plusieurs fois pour voir l'aide apparaître. Donc, première fois, réponse erronée. Deuxième fois, ici, c'est déplacer le point M jusqu'au point A.
Donc, je vais déplacer le point M et je vois qu'effectivement, j'ai un représentant du vecteur U d'origine A quand je le déplace jusqu'au point A. Donc là, ça permet vraiment de comprendre la notion de représentant d'un vecteur. Et ensuite, on demande à l'élève d'obtenir ce représentant par une construction géométrique. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est une aide qui est plutôt sympa, qui en plus est dynamique. Enfin, j'aurais pu tout à fait, si je repasse en mode élève, et que je bouge le point U ici. Bon, là, bien sûr, ça se, ça se superpose, mais le point M vient bien jusqu'au point A, puisque dans la construction que j'ai faite, en fait, le point M est sur le vecteur entre le point A et l'extrémité du vecteur U. Et bien voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais montrer, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on s'était dit qu'on ferait un point questions. Donc on va peut-être laisser la parole aux participants s'il y a des questions qui émergent. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, donc Mmh. peut-être on peut directement y répondre. Alors je ne sais pas si j'ai accès au chat, moi, par contre. Aux questions-réponses, je ne sais pas si tu as accès, Gwen. Non, n'y ai pas accès. Alors, je vais du coup les lire. On Oui, a une... sinon c'est moi qui les ai posés. Oui, effectivement, la première question que j'avais, c'était est-ce qu'on peut créer un message d'erreur en fonction du type d'erreur? Un petit peu comme dans Moodle, c'est-à-dire en fonction de la réponse apportée par l'élève, eh bien que le message qu'on va apporter nous va être différent. Alors actuellement, non. On peut pas, donner un message d'erreur en fonction d'une réponse erronée. Par contre, c'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir. Ça, c'est sûr, en tout cas. Mm. D'accord. Et puis la deuxième question, c'était est-ce qu'on peut choisir les outils qu'on laisse à disposition des élèves? Parce que bon, l'outil translation, c'est bien, mais ça cache un petit peu ce qu'ils doivent savoir faire sur papier, c'est-à-dire en fait construire un parallélogramme pour retrouver un représentant du vecteur d'origine A. Bah, disons que c'est un peu une philosophie où on veut qu'effectivement cet outil-là reste vraiment complètement ouvert et où l'élève a accès à l'ensemble des outils. Donc, effectivement, il aura accès à tous les outils ici. On ne peut pas choisir D'accord. les outils auxquels il aura accès. Après, ça dépend évidemment du type, enfin, de ce qu'on veut faire exactement, quoi. C'est vrai que des fois, ça peut être utile d'imposer des outils ou en tout cas d'en enlever certains comme l'outil translation qui cache finalement des choses. Tout à fait, tout à fait. Après, effectivement, c'est une option qu'on pourra ajouter au fur et à mesure, mais qui n'existe pas pour l'instant. Voilà. D'accord. Bon, merci. Alors, juste pour compléter ce que disait Gwen, donc je vois c'est Martin qui posait la question. Il y a ces deux possibilités-là, elles sont disponibles dans un autre outil qu'on propose, qui est un outil auteur, qui est un outil un petit peu plus riche et qui va permettre de proposer des rétroactions qui seraient fonction de la nature de l'erreur de l'élève et également de décider des outils qui seraient disponibles dans l'exercice de l'élève. Mais c'est un outil un petit peu plus compliqué, qui est plus pensé pour des utilisations avancées, peut-être comme vous, qui voulez déjà faire des choses assez sophistiquées et qui ne sont pas aujourd'hui disponibles dans le futur premium parce que on voulait pas, voilà, on voulait pas venir avec un outil dans un premier temps trop compliqué. Donc c'est des choses qui seront, j'espère, possibles à terme, mais sur lesquelles on doit encore réfléchir sur des manières simples de le proposer. Oui, c'est vrai que dans Moodle, c'est quand même, moi je dirais vraiment ce qui est très bien dans Moodle, c'est qu'on arrive à avoir finalement des exercices à la fin qui sont très très riches avec finalement tous les types d'erreurs qu'on a pu rencontrer avec les élèves, qu'on peut l'augmenter au fur et à mesure et puis avoir quelque chose de très abouti à la fin. Mm. Et effectivement, pour le coup, de notre côté, on a vraiment, enfin, c'est pas le même, c'est pas le même logiciel, c'est pas le même outil qu'on va utiliser pour faire l'un ou l'autre. Mm.
Léo, je ne sais pas s'il Ouais, y là, j'ai une a… deuxième question. Je ne sais pas si, donc, de la part de Tonnelier, c'est souvent les versions premium sont payantes. Sera-t-elle gratuite pour les établissements? La version premium. Ouais, Je donc laisse je vais Pierre répondre à répondre, la voilà. question. Dans- donc pour les élèves de Nouvelle-Aquitaine, et les enseignants, tout sera absolument gratuit. C'est déployé et installé dans Lycée Connecté. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Vous aurez à disposition toutes ces fonctionnalités dès qu'on aura finalisé notre plugin Moodle. Tout ce que vous a montré Gwen, en fait, c'est des fonctionnalités qui viendront enrichir le Moodle de lycée connecté et qui sera donc totalement gratuit pour les utilisateurs finaux. Voilà, donc moi je vais vous présenter les outils MathType et ChemType qui sont donc des éditeurs de mathématiques et de chimie, et WiriSquiz qui est en fait des types de questions qui vont venir enrichir la plateforme Moodle avec un raisonnement scientifique. Donc, on va voir ces différentes ressources. Donc, par exemple, ici, je suis déjà dans la plateforme Lycée Connecté de la région Nouvelle-Aquitaine. Et je suis en fait dans un cours où on utilise WiriSquiz. Donc, ici, je suis dans un test, mais en fait, on va aller voir en tant que vue professeur l'intérieur d'une question pour voir en fait déjà MathType et ChemType. Donc ici, vous pouvez retrouver les fonctionnalités d'une question exactement la même que celle de Moodle, sauf qu'ici, on a utilisé WiriSquiz. Et j'y viendrai un peu par la suite. Quand vous avez en fait un éditeur de texte à l'intérieur de Moodle, vous retrouverez, si vous déroulez la flèche qui vous permet de voir d'autres fonctionnalités, d'autres plugins, vous retrouverez ici nos plugins. Donc, la racine carrée, c'est pour MathType. Donc, si on clique dessus, on retrouve donc notre éditeur de mathématiques avec tous les différents symboles que vous pouvez utiliser en mathématiques. Donc, on a différents onglets pour voir différents symboles. Donc, si on travaille avec des matrices, des exposants, des vecteurs, etc., etc. Des différentiels. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser. Vous retrouverez tous vos différents symboles ici. Si vous avez aussi un écran tactile, donc si vous travaillez avec un iPad ou même avec un ordinateur, moi par exemple mon ordinateur a une partie tactile, vous pouvez écrire également à la main vos équations. Donc vous la retrouverez ici, et si vous cliquez sur OK, alors Internet est un petit peu lent. Voilà. Ici vous retrouvez en fait l'équation que vous venez de créer. Donc ici je vais l'effacer, mais vous pouvez écrire comme ça. Alors ici on est dans le texte d'une question. Mais si vous vous retrouvez dans le texte d'un cours, vous avez les mêmes fonctionnalités. Vous avez MathType et ChemType, donc vous pouvez écrire votre texte, votre cours avec ce même éditeur. Si je vais donc, si vous êtes également professeur de chimie, par exemple, vous pouvez retrouver le même type d'éditeur, sauf qu'ici, on voit que c'est ChemType, et on voit que le premier onglet est différent. Vous retrouvez en fait le tableau périodique des éléments. Là, vous retrouvez également les différents symboles qui vous permettent d'écrire des équilibres, par exemple, en chimie, et les différentes flèches pour écrire ces différentes relations. Et de la même manière, si vous voulez écrire une formule avec un écran tactile, vous pouvez le faire ici. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre de cette manière. Donc ça, ce sont pour les éditeurs de mathématiques et de chimie. Donc vous les retrouvez donc, dans Moodle à chaque fois que vous avez la possibilité d'écrire du texte. Donc, si on était dans une question, mais comme je vous le disais, vous pouvez le retrouver dans un cours. Donc maintenant, si je reviens dans mon quiz, on va voir la ressource qui est WiriSquiz. Donc, quand vous faites des questions avec Moodle, vous avez par défaut les types de questions de Moodle. Donc maintenant, avec WiriSquiz, comme le plugin est installé, vous retrouverez les types de questions spéciaux pour les mathématiques. En fait, je vais vous montrer ici les différentes fonctionnalités que vous pourrez retrouver avec ces types de questions. Donc déjà, on a tout ce qui va être évaluation automatique. Donc, à quoi ça correspond? Normalement, quand vous faites quand vous créez une question sans notre outil WiriSquiz, la correction se fait de manière littérale.
Or, en mathématiques, si vous écrivez une question et que vous voulez corriger la bonne réponse, il faudrait écrire une infinité de réponses possibles. Donc, ce sont les équivalences mathématiques. Ici, comme vous avez une calculatrice intégrée, ce calcul d'équivalence est déjà réalisé. Donc, par exemple, ici, on a une première question. On va calculer la somme. Voilà. Donc là, si je vérifie, on voit que la réponse est correcte. Si j'écrivais cette fraction, c'est un petit peu lent. Voilà. On voit que la réponse est également correcte, parce que c'est une équivalence mathématique. Donc, très bien, notre outil permet de comprendre les mathématiques. Maintenant, lorsqu'on a un professeur, on a envie d'ajouter des propriétés supplémentaires pour la validation de notre réponse. Donc, par exemple, ici, on retrouve la même question, donc une somme de fractions, sauf que cette fois-ci, on a demandé à l'outil de prendre en compte les réponses qui soient simplifiées et sous forme de fractions. Donc, ici, si je réponds comme dans la première, 2 quarts, on voit qu'en fait, j'ai répondu et que j'ai eu seulement la moitié de la note, parce qu'en fait, effectivement, mathématiquement, ça correspond. Mais par contre, on n'a pas simplifié la réponse. Maintenant, si je l'écris comme ça, 0,5. Cette fois, on a toujours la moitié du point, parce que, effectivement, c'est toujours une équivalence mathématique, mais par contre, cette fois-ci, on n'a pas écrit notre réponse sous la forme d'une fraction. Et en fait, on peut aussi voir que ce feedback, il est pris en compte par la réponse de l'étudiant. Donc, si je rentre dans la question, donc on voit mes différents champs, donc ici le texte de la question. Voilà, et notre feedback. Et en fait, le feedback, ici par exemple, on peut redonner la méthodologie de comment retrouver la réponse, mais on pourrait avoir différents feedbacks en fonction de la réponse de l'étudiant. Donc ici, on a vu qu'on avait une réponse qui prenait en compte le fait ou non d'avoir répondu sous forme de fraction, et une autre qui prenait en compte le fait ou non d'avoir simplifié la réponse. Voilà. Alors, on peut également travailler avec des paramètres aléatoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que vous allez jouer cette question, vous allez avoir ici des variables qui vont être différentes. Donc, ici, on voit qu'on a la somme de 4/8 et 7/8. Si je rejoue la question, donc on va retourner ici pour prévisualiser à nouveau, on va voir qu'on aura d'autres variables. Donc ça, c'est très important parce que lorsqu'on, par exemple, veut que l'élève s'entraîne, sans avoir à prendre par cœur les réponses, ben, il pourra avoir des questions différentes à chaque fois. Également, si vous faites passer un examen ou vous donnez un quiz, ça va empêcher qu'il y ait de la triche parce que chaque élève aura des questions différentes. Donc, si je retourne à cette question, maintenant on voit qu'on a la somme de 7/9 et 8/9. Et comment ça fonctionne? On va également aller dans la question pour voir comment elle fonctionne. Donc, pour créer une question avec des variables aléatoires, il va falloir créer un petit algorithme. Donc ici, on voit que dans déjà la question en elle-même, dans le texte de notre question, on a le dièse. Donc le dièse va permettre d'installer le caractère aléatoire de nos variables. Donc ici, on définit nos variables, on définit le texte de la question. Et
en fait, ce que vous retrouvez ici, que vous n'avez pas dans les autres types de questions de Moodle, c'est vraiment les entrailles, entre guillemets, de Where's Quiz. Donc ici, on a ce qu'on appelle le studio. Et on va rentrer dans le studio pour voir comment est créée une question avec Where's Quiz. Donc ici, on a également défini notre solution, qui va être une solution variable, puisqu'elle dépend des variables de notre question. Et elle est introduite par, donc, toujours ce dièse. Donc, dans nos critères de validation, c'est donc ce que je vous parlais tout à l'heure, est-ce qu'on veut que notre réponse soit simplifiée, développée, etc. Donc, tous les critères de validation que vous voulez sont ici. Est-ce que vous voulez une réponse qui soit factorisée? Est-ce que vous voulez donc, ce genre de choses? Vous pouvez les retrouver ici. Et maintenant, donc, on retourne dans la partie donc, de nos variables. Et donc, d'un petit algorithme. Et pour ça, on va utiliser CalcMe, qui est en fait une calculatrice qui nous permet de définir nos variables et notre algorithme. Donc ici, on a notre numérateur numéro 1 qui est un chiffre entre 1 et 9, notre numérateur numéro 2 qui est défini également entre 1 et 9, et notre dénominateur qui va être défini entre 5 et 9. Et on a la solution donc, à cette question qui va être définie entre... Donc ça va être en fait la somme de nos deux fractions. Et donc ça, ce petit algorithme permet de créer une question dont les données seront aléatoires pour les différents étudiants, ou à chaque fois que l'étudiant jouera cette question. Donc voilà comment on crée un peu une question avec des paramètres aléatoires. Donc si je reviens. Voilà, ici. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça prend un peu plus de temps à créer cette question, mais par contre, c'est un peu un investissement parce qu'après, vous aurez une question que vous pouvez reproduire et que vous pouvez utiliser pour différents quiz et pour différents étudiants. En mathématiques, on peut aussi travailler avec des unités de mesure. Et ce qui est intéressant avec Where's Quiz, c'est qu'il comprend les unités de mesure. Donc, par exemple, ici, vous pouvez répondre donc soit en kilomètres. Donc ici, la bonne réponse, c'était 2h20. Donc, si on vérifie, ça devrait être bon. Ah, c'est pas bon. Alors, c'est 140 minutes, ce qui devrait correspondre à 2h20, mais... Peut-être parce que j'avais oublié de lui donner la deuxième partie. Voilà, effectivement, des unités. Donc ici, vous pouvez voir que l'outil comprend donc les différentes unités, donc que ce soit les heures et les minutes. Et également, de la même manière que tout à l'heure, on pouvait restreindre la bonne réponse avec une unité ou une réponse qui soit sous la forme d'une fraction. Ici, vous pouvez restreindre les bonnes réponses, par exemple avec une réponse où vous voulez que uniquement des minutes ou uniquement des heures, etc. etc. Ce sera vraiment au choix en fait, du professeur lors de la création de la question. Alors, pour cette question, en fait, je vais vous expliquer le concept. Et en fait, vous pourrez voir que vous pourrez l'utiliser qu'à partir de mercredi parce qu'il faut faire une mise à jour et en fait, cette caractéristique sera disponible à partir de ce moment-là. Mais lorsque vous voulez créer une question dans laquelle, en fait, sur papier, vous pourrez corriger également le raisonnement de l'étudiant, ici, en fait, avec le composant d'entrée auxiliaire, vous allez donc retrouver ici, par exemple, on a la même question, où l'étudiant, on étudiera sa réponse, mais en plus d'uniquement étudier la réponse finale, vous aurez en fait un espace où vous aurez un canevas blanc dans lequel l'étudiant pourra détailler sa réponse et expliquer sa réponse. Donc, soit expliquer le cheminement qui l'a fait arriver à cette réponse finale,
ou une formule, en fait, vous aurez une entrée supplémentaire que vous pourrez corriger donc, avec ce quiz pour savoir si vous voulez lui mettre ou non des points supplémentaires pour son raisonnement. Donc ça, c'est important parce que effectivement, des outils comme WeSquiz permettent de corriger automatiquement des calculs mathématiques, par exemple, mais on n'a pas toute cette partie de raisonnement que l'élève peut avoir. Donc ce canevas blanc, en fait, pourra permettre à l'étudiant et au professeur d'expliquer le cheminement et donc d'avoir des points supplémentaires. Donc tout à l'heure, je vous parlais déjà du feedback des différentes questions. Ici, on va voir que dans le feedback, vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant. Donc ici, on va avoir un graphe. C'est un peu un spoiler, mais on va voir. Donc ici, par exemple, si vous voulez travailler avec des polynômes, on a cette question. Écrire un polynôme avec des racines de 2 et de moins 3. Donc la réponse correcte, ce serait x-2 et x plus 3. Mais une erreur vraiment typique, ce serait si votre étudiant écrivait x plus 2 et x moins 3. Donc en fait, on invertit les différents données. Donc ici, on voit que la réponse effectivement est incorrecte puisqu'on a inversé. Et ici, dans notre feedback, en fait, on a donc la bonne réponse, c'est la courbe qui est en vert. Et donc la mauvaise réponse de l'étudiant, c'est celle du rouge. Donc on voit, en fait, on a une réponse, un feedback visuel pour que l'étudiant comprenne là où il s'est trompé et que ça lui permette de comprendre son erreur et de faire mieux la prochaine fois. Donc on passe d'une erreur, en fait, qui est une opportunité pour apprendre. Ensuite, un autre critère qui est intéressant que l'on peut utiliser avec WeSquiz, c'est une fonction de notation. Donc, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous écrivez votre question et votre réponse, malgré l'éventail de choix de critères de validation, vous pouvez en fait vouloir écrire une fonction de notation qui est propre à vous et propre à l'exercice que vous demandez. Donc, par exemple, en quelques mots simples, je vais sortir de l'exemple qui est inscrit ici, mais par exemple, si vous vouliez écrire une question qui serait de donner un chiffre pair, vous n'allez pas écrire tous les chiffres pairs qu'il existe comme bonne réponse. Ce serait un travail titanesque et infini. Par contre, vous pouvez créer une fonction de notation qui soit de donner tous les chiffres pairs. Donc, ce paramètre, il n'existe pas par défaut dans l'outil. Par contre, vous pouvez créer cette fonction. Et ensuite, vous pouvez créer des questions graphiques donc, pour intégrer un graphe. Alors, ici, j'ai un petit défaut d'affichage parce que... Donc ici, on voit qu'on a intégré un graphe à notre question. Et ça, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel graphe. Et ici, alors je redescends parce que être un peu au milieu. Donc ici, on a une question plus de statistiques, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de graphe et puis n'importe quel type de question. Également, vous pouvez créer donc le même type de question et combiner les types de réponses. Donc ici, on a une question de type close, qui est créée avec WeSquiz, où vous avez différents champs pour différentes questions. Et en fait, vous avez combiné avec un QCM. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez créer comme vous le voulez en fonction de ce que vous voulez demander à l'élève.